Que peut-on attendre du procès des rebelles du FACT au Tchad? On va poser la question à nos invités. On va également parler de la Côte d'Ivoire. Les condamnations de proches de Guillaume Kibafori seront confirmées en appel. Et puis Nigeria, élection du 25 février à venir, qui pour succéder au président Buhari. On termine comme d'usage par le Togo, des encombrements des voies publiques. Que va-t-il se passer après le 15 février? Nos invités sont en place pour ce numéro exceptionnel. Pasteur Edo Komi qui revient en force, président du mouvement Martin Luther King. Nous avons également le journaliste Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil, et Georges Hérault, homme politique du parti clé, 5 des leaders émergents. Pasteur, on vous retrouve, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi de retrouver le plateau de New York TV qui m'a manqué pendant quelques semaines. Alors j'étais au Maroc pour quelques jours. Ça s'est bien passé, je suis rentré. Et je vous dis que, vous savez, le Maroc c'est un pays africain mais qui est haut de karma. Donc les gens construisent, les gens travaillent. Ils ne font pas de bruit. C'est merveilleux ce qu'on a trouvé à Casablanca, à Marrakech, à Rabat. Mais écoutez, on n'a rien envié. Ils n'ont rien envié à l'Europe, Paris, tout ça là que j'ai fait, Bruxelles et autres. Donc je parie comme que les gens. Ce sont eux qui font du bruit. Oui, ce sont ceux qui font du bruit. Au Maroc, on ne fait pas du bruit. Il y a un boulot qui est fait, un pays qui est bien construit, les citoyens qui sont là, le tourisme qui est bien développé, parce que vous allez voir tous les Occidentaux là-bas, ça afflue quoi. Ça afflue pour le tourisme. Et au Togo, nous avons des lieux aussi emblématiques. Vous prenez Noche, par exemple, qu'est-ce qu'on en fait? Vous prenez Agbodrafo, qu'est-ce qu'on en fait? Vous prenez Anéro, vous prenez Baguida, vous prenez Balimé, vous prenez Togoville, qu'est-ce qu'on en fait? C'est des sites touristiques qu'on peut transformer et qui, pour faire de la richesse dans notre pays, on n'en fait pas grand-chose, on n'en fait rien du tout. Donc voilà, c'est merveilleux. Alors, d'un maire à un autre, votre ami Georges Hérault est en face de vous. Oui, écoutez, vous le connaissez très bien. Moi, j'ai trouvé, il y a le deuxième, le plus beau jardin au monde, c'est à Marrakech, le jardin Majorel. Michel, je dis que quand tu vas là-bas, la beauté, de toutes les façons, certains de mes collègues camarades ont dit que si tu es malade et que tu te retrouves dans ce beau jardin, ce n'est pas thérapeutique, mais ça peut te transformer. Alors là, les gens ne sont pas tellement malades parce que quand l'environnement s'y prête, la maladie aussi fuit quoi. Donc c'est juste pour nous amuser, mais c'est merveilleux quand tu arrives dans ce beau jardin. Le deuxième, le plus beau jardin au monde, c'est à Marrakech. Pasteur Edo Komi dans son élément. Il y a un endroit aussi où il fait bon vivre, c'est l'Avier. Nous avons Georges Hérault, vous allez bien? Bonjour. Bonjour Michel, de toute façon je suis très à l'aise à l'Avier, à Calimé, à la cascade. Voilà. Je suis très à l'aise. On fait un bon boulot là-bas. Je pense que quelqu'un me dit toujours, genre, tu ne tombes pas malade facilement. Je dis mon secret c'est toujours... Voilà, il a confirmé ce que je disais tout à l'heure. Chez moi c'est un bon lieu qui fait bon vivre et que nous sommes en train de faire tout pour mettre encore plus propre, plus attirant et plus qui va permettre à terme au pasteur Edo au lieu d'aller à Casablanca, Marrakech, non, je connais. Faire court. Non, je connais bien, je connais bien le lieu. De venir rester chez nous. D'ailleurs, la star togolaise Adebayor Chili, qui a trouvé ce milieu très propice, très bon. Vivable et qui a choisi notre localité pour... il a vu Rabat, il a vu Marrakech, il a vu tout et il a les moyens. Retenez qu'il a les moyens pour rester là-bas, mais il s'est dit, après tout, je reste à l'Avier. Germain Pouli, bonjour, vous allez bien? Je vais bien. Vos deux amis vous font rire, quoi. Non, ils ne me font pas rire, ils disent des choses très intéressantes. Avant de revenir sur Marrakech, brièvement, moi je suis de Kara. En juillet, on a déjà un grand rendez-vous, mais au-delà des Ivala, je crois qu'il faut aller voir, par exemple, les forgerons dans un village qui s'appelle Tcharay.
Il fallait voir, on part des martyrs en juin, il y a quand même quelque chose qui s'est passé à Pierre-Odo. Bon, Sarakawa, on connaît un peu. Maintenant, il y a de petits coins touristiques. Et ce que disait Pasteur Odo qui est important, c'est de valoriser. À nous de valoriser ces sites-là. Et c'est tellement simple. De les transformer. Vous allez au Sénégal, on vous emmène à l'île de Gorée. Mais c'est quelqu'un qui vous raconte l'histoire de l'île et de l'esclavage. Le guide. Et on a plein d'histoires à raconter comme ça chez nous. On a une pierre comme ça dans un village, Beriade, Wakara. Vous allez à Yokonou, il y a le marteau, le grand marteau. À Yokonou, et il a laissé son empreinte. Mais personne ne valorise ça. On peut aller plein de blancs là-bas, voir là-haut où l'homme est descendu. À Kara, dans ce village-là. On ne le fait pas. Mais quand vous allez à Marrakech, comme il dit, mais c'est un paradis. Et il y a une discipline. Vous voyez toutes les maisons à la même couleur. Les villes sont caractérisées par leur couleur. Quand vous descendez à Marrakech, c'est une autre couleur. C'est vers le marron, le gris là. Marron, c'est ça, justement. Ça peut être foncé au plus clair, mais jamais une autre couleur. Les taxis, vous voyez les véhicules. C'est tellement beau. Bon, de toute façon, il a raison, c'est plus beau que l'Europe, les États-Unis, partout. Parce que vous allez voir des riches américains, anglais, tout ça. Qui sont tous. Ils passent tout leur temps. Ils sont en file. Là-bas, c'est vraiment. Je pense que nous aussi. On peut, si on commence par valoriser, certes, parce qu'on a le Togolais tendance à dire il n'y a rien de bon chez moi. Or, un petit caillou, il suffit de construire une histoire, même pas transformée. Construire une histoire derrière ce caillou et vous le rendez intéressant, les gens ont envie de le voir. Et nous avons des choses pas possibles. Mais là, on n'accuse personne, hein, c'est nous tous. Nous, en tant que journalistes, on ne fait pas ce boulot. Les élus locaux aussi ne font pas leur boulot. Il n'y a même pas de guide touristique. Il y a les seules agences qu'il y a, c'est toujours le même site qu'ils proposent aux gens. Et nous laissons que les Blancs viennent découvrir les choses, on parle, ils les valorisent à notre place. Je crois qu'il faut qu'on se réveille tous. Vous connaissez le Tchad, on va voir si c'est aussi un beau pays. En tout cas, on va parler de ce procès, le procès de quelques 450 combattants du Front pour l'alternance et la concorde du Tchad. FACT s'est ouvert ce lundi 13 février dans ce pays. Ils avaient été arrêtés lors de la grande offensive de ce groupe armé. C'était en avril 2021 qui avait emporté la vie de l'ancien président Idriss Déby Itno. Pour l'occasion, la chambre criminelle de la cour d'appel de N'Djamena s'est déportée à la prison de Klessoum. Alors, Germain Pouli, on commence par vous. Que peut-on attendre de ce procès? Ce qu'on peut attendre, c'est déjà que justice soit rendue. Je pense qu'il faut revenir rapidement sur le chef d'accusation, ce qu'on reproche à ces 454 personnes. On en a arrêté plus de 500, mais je pense qu'il y a des mineurs dedans et aujourd'hui on ne juge que environ 454 et on leur reproche d'avoir assassiné le maréchal Idriss Déby. On leur reproche d'être des terroristes et on leur reproche surtout d'avoir enrôlé des enfants dans leurs armées. Dans leur armée, j'allais dire. Et donc, maintenant, c'est que justice soit rendue. Vous savez que sur la mort du maréchal, il y a eu plusieurs versions. Aujourd'hui, peut-être avec ce procès, on pourra connaître la vérité. Mais en même temps, on ne pourra pas s'attendre à grand-chose quand on voit la façon dont ce procès est conduit, comment ces hommes-là, d'abord, n'ont pas d'avocat. Il y a eu des avocats promis d'office juste quelques jours avant le procès et qui n'ont pas eu le temps donc de connaître le dossier et qui vont défendre un dossier qui n'est pas très connu. Et quand on voit aussi ce qui s'était passé en novembre dernier, quand on a jugé les manifestants, on sent quand même qu'il y a quelque chose d'assez expéditif qui se fait, mais c'est toujours une bonne chose qu'il y ait des procès, parce qu'on ne peut pas arrêter des gens, les garder indéfiniment dans des lieux de détention, sans dire ce qu'on leur reproche et sans qu'un procès ne soit organisé. Maintenant, est-ce que ce procès sera équitable? C'est là la question. Est-ce que ce procès va apporter un plus à l'avenir du Tchad? Je pense qu'on reviendra sur tous ces détails-là. Alors, un procès équitable, Pasteur Edo Komi, on peut parler des contours du procès également. C'est un lourd chef d'accusation qui pèse sur ces 450, Germain parle de 454, l'assassinat du maréchal du Tchad. Oui, tout ça, ça me fait sourire. Hein. Ça me fait sourire en ce sens que... Alors vous prenez
le fils d'Idriss Déby qui est au pouvoir aujourd'hui, entre lui et les combattants de FACT, qui est plus criminel? Qui est plus criminel? Il faut voir la part des choses, il faut faire la part. Qui est plus criminel? Lui qui est venu... Il n'a pas tué le président de la République. Mais il n'a pas tué le président de la République, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais lui qui est venu au pouvoir de cette manière, et lui qui a fait tuer, c'est sur lui qu'on a tué des milliers des Tchadiens tout dernièrement lors de la manifestation. Donc pour vous, il fait pire. Mais il fait déjà pire. Et lui qui, de rien, est devenu général. Par la force des choses, parce que son papa est le père de la nation tchadienne, dirait-on. Alors, le Tchad, c'est un autre pays en perdition. C'est un pays en perdition, qui n'a pas de repère, qu'un autre pays qui le guide. Pourquoi? Vous savez pourquoi. Celui-là qui est venu introniser le fils, il lui revient de vous répondre, de te répondre naturellement. Bon, donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'on est en train de juger les combattants de FACT. Alors pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi les FACT? Pourquoi il y a ces combattants? Et donc, on nous fait dire aujourd'hui que c'est les FACT qui ont tué, les combattants de FACT qui ont tué Idriss Déby. C'est ce qu'on nous dit. Vous avez une autre version? Ils se sont trompés. Il faut aller l'un pour en savoir qui a tué Idriss Déby. Je crois que les faits sont là. Ah bon, les faits sont là. Les éléments sont là. C'est vrai, l'offensive a été menée par eux naturellement, mais la mort d'Idriss Déby, il faut trouver les auteurs ailleurs. Donc, c'est juste de saupoudrage. C'est juste de saupoudrage pour dire qu'on est en train de juger ceux qui... Simulacre de procès, pour dire qu'on est en train de juger les assassins d'Idriss Déby. Écoutez, mais c'est folklorique tout ça. Dans un pays comme le Tchad, qu'est-ce qu'on peut attendre de la justice? Qui sont ceux-là qui ont tué les manifestants et qui les ont internés dans des lieux de détention de normes qui ne sont pas de normes internationales. Qui fait tout ça? Qui fait tout ça? Les manifestants aussi ont tué des gens. Oui, mais naturellement, et les forces de sécurité qui ont tué, on a arrêté qui? On a arrêté que les manifestants. Mais ceux qui ont tué, on ne les a pas arrêtés. C'est ça le pays, c'est ça les pays de l'espace, de cet espace-là francophone, à l'instar de ce Tchad-là. Mais c'est dommage, ce grand pays riche, voilà ce que ce pays. Moi, je suis allé à N'Djamena, je l'ai vu, c'est comme si c'est de chez moi Vaughan. Vous allez à N'Djamena, c'est comme Vaughan. Ce n'est plus Marrakech. aller à N'Djamena, c'est comme Vaughan. Il n'y a rien. Je crois que qui d'entre nous ici à aller à N'Djamena ne dirait pas le contraire. Donc voilà ce que c'est. Donc pour ça, ce procès-là, qu'est-ce qu'on peut attendre? Pas grand-chose. D'ailleurs, c'est autant démarrer, autant fermer, parce que on a l'impression que ça va être expéditif. Et c'est comme ça, c'est ce à quoi il faut s'attendre. Donc on ne va pas attendre grand-chose de ça. C'est bien vrai, on ne peut pas prendre les gens et les garder comme ça, détention préventive de manière longue. Mais ce qu'on veut nous faire savoir, ce n'est pas exactement ça. Et moi, je n'attends rien de ce procès. Alors, Georges Géo, qu'est-ce que ce procès peut apporter au Tchad? Germain Pouli a posé la question tout à l'heure. C'est une question importante. Ce procès pourrait apporter l'éclaircissement, assez d'éclaircissement, assez d'informations sur ce qui s'est passé. Surtout, le maréchal est décédé. Sur la mort du maréchal. Et ce qu'on nous a dit, c'est... sur le champ de bataille. Vous doutez aussi, puisque je vous vois hésiter. Non, en fait, c'est les informations claires. Ce n'est pas l'hésitation. L'information que nous avons reçue, c'est qu'il est décédé sur le champ de bataille. Et donc, forcément, s'il est décédé sur le champ de bataille, il doit y avoir un affrontement. Et cet affrontement, cela veut dire que c'est le camp adverse qu'il a abattu. Et donc, on a pu arrêter un certain nombre de personnes. Il peut être abattu par son propre camp aussi, les gens de son propre camp aussi. C'est une hypothèse aussi. Ça peut peut-être que lors de votre développement, vous allez le développer comme ça. Vous n'êtes pas dedans. Laissez-moi développer ce que je peux développer. Et donc, ça dit que c'est le cas d'en face qu'il a abattu. Et forcément, on a pu arrêter un certain nombre de personnes.
et qu'on doit juger et qu'on doit connaître les motifs quand même pour lesquels ils ont abattu le maréchal. Et donc, ce qui va se passer, c'est de permettre à l'opinion d'être éclairée, de voir si vraiment, comme le dit Pasteur Edo, le maire, c'est de voir aujourd'hui, puisqu'il doit y avoir quand même, quand on parle de procès, quand on parle de procès, on aura le temps d'attendre ceux qui sont accusés aujourd'hui, parler, de se défendre par rapport à ces chefs d'accusation. Et donc, on saura véritablement si ils se réclament des gens qui, effectivement, ont abattu le maréchal, ou soit ce n'est pas eux, ou c'est peut-être l'hypothèse du pasteur qui est confirmée. Parce que ça va être un peu une contraste de dire que c'est son camp qui l'a abattu. Quels seront les motifs? Quelles seront les raisons? Aujourd'hui, c'est son fils qui est président de la République. Oui. Est-ce qu'il va accepter qu'on puisse tuer son papa comme ça pour que lui puisse aller? Ou bien c'est le scénario de Kabila et de Kabila père, c'est ce qu'on dit. On disait aussi, bon, rien n'était vérifié en tout cas. Donc aujourd'hui, de toute façon, les pistes nous permettant de confirmer un certain nombre d'hypothèses va être très difficile. Nous serons de supposition en supposition. Parce que même si c'est le camp d'en face, le cas du parti, les partisans, de ces partisans, de ces militaires qui l'ont abattu, jamais nous n'aurons pas la version qui sous-tend que c'est vraiment son propre camp qui l'a abattu. Donc ce qui est sûr, c'est que le procès qui est là va nous servir que ce que les dirigeants de ce pays ont souhaité. Donc vous n'attendez rien de ce procès finalement. Bon, parce que c'est la version servie qui sera développée aussi au procès. Peut-être aujourd'hui, on aura ce que Germain vient de dire, on aura un procès. Parce qu'on ne va pas quand même emprisonner des gens d'une manière indéfinitive. Il faut à un moment donné que les gens soient situés sur leur sort, soient jugés, même si entre-temps ces personnes-là ne sont pas véritablement les personnes indiquées à être jugées selon cette affaire. Ils auront quand même le prix Nobel d'avoir jugé quand même. Le prix Nobel. On va continuer avec le chat si vous le permettez juste après la pause.